INA Podcast. Affaire Dominici, épisode 6. Le balai des aveux. Dans l'épisode précédent, l'enquête a franchi un seuil. Gustave Dominici, longtemps suspect numéro 1, a fini par reconnaître ses mensonges. Épuisé, sous pression, il s'est effondré dans les bras du commissaire Sebeil. Puis il a prononcé une phrase que personne n'attendait. « C'est mon père ». À partir de cet instant, l'affaire Dominici entre dans une zone de non-retour. Dans cet épisode, d'autres paroles vont tomber. Celle de Clovis, le frère aîné, puis celle de Gaston Dominici lui-même lors d'un long interrogatoire. Entre aveux arrachés, déclarations confuses et incessants retours en arrière, la vérité semble parfois à portée de main, avant de se dérober aussitôt. L'enquête glisse alors vers sa phase la plus trouble, celle où la parole n'éclaire plus les faits mais les brouille. Après avoir accusé son père devant le commissaire Sebeil, Gustave est immédiatement conduit devant le juge d'instruction Périès. Un magistrat qu'il connaît bien puisque c'est lui qui l'a fait incarcérer en décembre 1952. Face au juge, Gustave réitère sa version. Ses propos sont retranscrits mot pour mot, frappés à la machine à écrire par un greffier. Le matin, lorsque mon père est sorti de la maison pour aller garder ses chèvres, je suis descendu. Je lui ai demandé s'il avait entendu les coups de feu. Alors il m'a dit « C'est moi qui ai tiré ». Il m'a fait ses aveux très tranquillement. Je lui ai demandé s'il n'était pas fou. Il m'a répondu « Non ». J'étais abasourdi. Au cours de cet interrogatoire, Gustave reconnaît être retourné sur les lieux du crime, sans parvenir à expliquer ce qui l'y a poussé. Il admet avoir vu des douilles au sol, mais affirme ne pas les avoir ramassées. Il fait ensuite une confidence majeure au juge. Il s'est confié à quelqu'un, son frère Clovis, et il ajoute que le père lui aussi lui aurait avoué son forfait. Mais les deux frères seraient restés silencieux à la demande expresse de Gaston qui leur aurait interdit d'en reparler. Le 13 novembre 1953, en fin d'après-midi, Clovis est convoqué par le commissaire Sebeil au palais de justice de Digne. À son arrivée, le policier lui annonce que Gustave vient d'accuser leur père du triple crime. Clovis refuse d'y croire. Il pense à une manœuvre, un stratagème destiné à lui arracher des aveux, et nie catégoriquement avoir reçu la moindre confession de son père. Mais Sebeil insiste. Il fait alors entrer Gustave dans le bureau. Face à son frère, celui-ci confirme avoir tout avoué au policier. C'est alors au tour de Clovis de craquer. Voilà comment le commissaire Sebeil raconte ce moment clé de l'enquête, en 1972, dans l'émission « Aujourd'hui, Madame ». J'ai donc envoyé des fonctionnaires chez Clovis et ils l'ont emmené. Il a dit « Ah, je ne pouvais plus tenir » et là je l'ai dit, voilà, tu peux le dire maintenant, je l'ai reconnu. Alors il a dit « Puisque Gustave vient de vous le dire, je confirme ce qui vous a déclaré, c'est mon père qui a fait le coup » et il a expliqué dans quelles conditions il l'avait appris. La scène décrite par Clovis s'est déroulée un soir de décembre 1952, pendant que Gustave était en prison. Un soir, il arrive, il entend une scène, il entend des cris, une dispute, il arrive dans la cuisine, des vieux, et sa mère prend l'escalier, monte, et lui se met à dire « Naïfa péta 13, n'en ferai péta un autre. J'en ai tué 3, je pourrais en tuer un autre. » Lui, regarde, il dit « Mais qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Il dit « Tais-toi, ne le dis jamais, ne le répète pas, c'est moi qui ai tué les Anglais. » Voilà comment il a appris de la bouche de son père. Face au commissaire, comme son frère, Clovis explique avoir gardé le silence sur ordre du père. Il dit avoir longtemps cru que cette confession incroyable n'était que le fruit de l'ivresse, Gaston ayant selon lui une forte propension à abuser du bon vin. Il est ensuite interrogé sur l'origine de la carabine américaine, lui qui avait eu, on s'en souvient,
Une réaction étrange lorsqu'on la lui avait présentée. Tout comme son frère, Clovis affirme ne l'avoir jamais vu à la ferme. Les deux fils Dominici viennent d'accuser leur père du triple crime commis en août 1952, à quelques mètres de leur ferme. Un retournement spectaculaire qui met fin à près de 18 mois d'enquête interminable. Mais ces accusations sont-elles sincères ou dictées par l'intérêt ? Certains y ont vu les ressorts d'une véritable cabale familiale. C'est en tout cas l'hypothèse défendue par maître Émile Pollack, l'un des avocats de Gaston Dominici, qui exprimait ses doutes en 1972 au micro de France Inter. À un moment donné, les policiers sont revenus. Et très miraculeusement, ils ont reçu des confidences, des révélations qui venaient des fils Dominici. Au terme de ces révélations, c'est le père qui aurait été le coupable. Il était assez surprenant que tout à coup, ces gens-là se décident à des réflexions pareilles. On a le sentiment que dans cette famille-là, le père était un homme qui avait fini par devenir plus ou moins un gêneur. Je ne serais pas éloigné de penser, quant à moi, que les fils ont obéi l'un à une méchanceté naturelle, à une querelle qu'il avait fort ancienne avec son père, et l'autre à une infinie lassitude. Ces gens-là ne vivaient plus parce qu'ils avaient les policiers sans cesse sur le dos, et il fallait bien trouver finalement une solution. Cette solution a consisté à mettre entre les mains de la police un père qui devenait assez insupportable, qui était fort grognon, qui vivait mal avec eux, qui était agacé par la présence perpétuelle de sa femme, qu'il appelait fort gentiment la sardine. C'était l'occasion de résoudre vraisemblablement tous les problèmes. Je ne crois pas être le seul de mon avis. Reste à entendre la version du patriarche. En fin de journée, ce 13 novembre 1953, Sébeil envoie un inspecteur chercher Gaston à la Grande-Terre. Lorsque la voiture de police arrive devant le palais de justice de Digne, la nuit tombe. Mais une foule de journalistes attend de pied ferme l'arrivée du patriarche. Le policier et son témoin ont bien du mal à se frayer un chemin à travers cette haie d'honneur médiatique. Gaston Dominici est rapidement mené dans la bibliothèque où l'attend Sébeil, entouré de ses inspecteurs. Le vieil homme est convié à s'installer dans un fauteuil, après avoir dû se séparer du couteau et du canif qu'il conservait dans ses poches, comme tout paysan qui se respecte. Sébeil est bien décidé à confronter le vieil homme à ses mensonges. Il l'interroge d'abord sur l'éclat de crosse que Gaston affirmait depuis le début avoir trouvé et donné aux gendarmes. Le commissaire lit les déclarations des fossoyeurs qui infirment sa version. Le berger persiste, déclarant que ce sont des menteurs. Il l'interroge ensuite sur la déclaration de son petit-fils, Roger Perrin, que le vieil homme qualifie de fada, qui affirme que les Anglais sont venus chercher de l'eau à la ferme le soir du drame. Mensonge là aussi. « Tu m'emmerdes », lance-t-il à Sébeil agacé. Gaston se lève, faisant mine de partir, mais cette fois, c'est au tour du commissaire d'exploser et de demander au patriarche de se rasseoir. Une demande assortie d'un coup de poing sur la table. C'en est fini du tutoiement, des réflexions désobligeantes. Le policier entend se faire respecter. Edmond Sébeil, 1972. Finalement, je lui dis maintenant, il faut s'expliquer, père Dominici, c'est terminé, l'histoire. On n'est plus à la Grande-Terre, on n'est plus chez vous, on n'est au palais de justice, il faut s'expliquer. Et nous parlons donc, il dit voilà. Gustave a pris ses responsabilités, Clovis a pris les siennes, à vous de prendre les vôtres. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, mes fils? Ça, ce qu'ils ont dit, nous le verrons plus tard. C'est à vous maintenant, parlez, c'est pas à moi. Alors, il a argoté, etc. Enfin, bref, le soir est arrivé, le milieu de la nuit, on l'a laissé se reposer. L'interrogatoire reprend en effet, avec un Gaston silencieux. Il ne répondra à aucune question. À 21h, on lui sert une assiette de soupe et du pain. À 22h30, dans son rapport, Sébeil écrit que l'interrogatoire est suspendu jusqu'au lendemain 7h. Le vieil homme dormira dans le fauteuil où il a été interrogé. Edmond Sébeil a refusé toute confrontation immédiate entre le père et les fils. Il sait qu'au même moment, le juge d'instruction Périès interroge Clovis et qu'il pourrait en tirer de nouveaux éléments.
Maître Floriot revient sur ce face-à-face en 1958. Et pendant qu'on interrogeait Gaston Dominici, le juge, lui, s'occupait de Clovis et de Gustave en leur disant « Mais dites-moi tout de même où était cette arme ?» Clovis doit bien le savoir, puisqu'il a été tellement ému quand elle lui a montré. Alors Clovis dit « Non, je ne la connais pas. » Je ne la connais pas. Mais quand votre père vous en a parlé, qu'est-ce qu'il vous a dit? Mon père m'a dit « Je suis parti avec la carabine. » Ben, vous voyez bien, dit le juge, la carabine. Si vous disiez « Je suis parti avec la carabine », c'est que vous connaissiez la carabine. Ah non, dit Clovis, qui n'avait pas prévu la difficulté. Je pensais qu'il voulait parler du fusil gras. Il y avait en effet chez les Dominici un fusil gras transformé qui avait servi jadis à la chasse. Je lui ai dit « C'est pas possible. » Cette confidence que vous prétendez avoir reçue de Gaston Dominici se place au mois d'octobre 52, c'est-à-dire plusieurs mois après le crime. Or, la carabine, on vous l'a présentée le 5 août. Vous savez que c'est celle-là, l'arme du crime, vous ne pouvez pas vous y tromper. Alors Clovis dit, oui, c'est entendu, c'est à mon père. Et où était-elle? Elle était sur une étagère, dans un hangar qui est ouvert plus ou moins à tout vent et qui est à proximité de la ferme. Alors, on le garde, et on le garde 8 heures, en même temps que son frère Gustave. Il est minuit lorsque s'achève l'interrogatoire de Clovis par le juge d'instruction. Il rejoint son frère Gustave dans un bureau du palais de justice de Digne pour y passer la nuit. À 7 heures le lendemain, Périès arrive avec un objectif, obtenir cette fois des aveux de Gustave concernant la carabine. Ce dernier, fatigué, ne lui oppose aucune résistance. Sans doute a-t-il eu le temps d'accorder sa version avec celle de son frère Clovis durant la nuit. La nuit a porté conseil, Gustave est d'accord, c'est à son père, et c'était aussi sur l'étagère. Et comme Gustave ne paraît pas très bien comprendre, on lui fera un plan. Et c'est Clovis, qui n'habite pas la Grande-Terre, qui fera faire un plan pour expliquer à son frère où se trouve la carabine dans un endroit où il va tous les jours. Pendant que le juge Périès interroge Gustave, Sébeil, lui, a rejoint Gaston dans la bibliothèque. Lorsque Sébeil reprend l'interrogatoire ce 14 novembre 1953 au matin, Gaston ne sait toujours pas que ses fils l'ont dénoncé. En entrant dans la pièce, Sébeil ne dit rien. Il se contente de lui tendre la presse du matin, ouverte à dessein. Le lendemain, je lui ai mis sous les yeux des journaux où il y avait un gros titre sur 8 colonnes, « Les fils accusent le père ». Si tu voulais lire une nouvelle, le père Dominici, dans les journaux. Oh là là, quand il... Oh les salauds, où ils sont, qui viennent ici, les monstres, comment ils m'accusent, etc., etc. Mais l'interrogatoire est suspendu. Le juge Périès et le commissaire Sébeil décident d'emmener les deux frères à la Grande-Terre, afin qu'ils leur indiquent l'endroit exact où la carabine était rangée. Un lieu pour le moins surprenant, visible, accessible à tous, difficilement compatible avec l'idée d'une arme proscrite par la loi. La carabine américaine est une arme de guerre. Sa détention est illicite et que les Dominici le savent bien. Alors, les fusils de chasse, qu'on a le droit de détenir, sont dans la chambre de Gustave. Et l'arme de guerre qu'on n'a pas le droit de détenir, elle est dans un hangar, sur une étagère. Et alors cette étagère, tout le monde peut le voir. Pourquoi? Parce que quand on descend dans cette remise, on est plus haut que l'étagère, de sorte que quand on entre dans la remise, si la carabine est là, tout le monde le voit. Or c'est là que les passants viennent s'abriter quand il pleut. On dit même que les gendarmes de Fort-Calquier, dont c'est la limite de la circonscription, quand il pleut, s'arrêtent quelque temps pour se reposer. Alors c'est sous leur nez qu'on va mettre la carabine pour pouvoir passer plus facilement en correctionnel. Tout ceci est ridicule. Sur place, pourtant, les deux frères Dominici désignent exactement la même étagère. Des photos sont prises. Une concordance troublante qui ne fait qu'augmenter les soupçons. Parmi les polémiques entourant l'emplacement de la carabine Rocola figure également l'existence d'un croquis. Selon Yvette, l'épouse de Gustave, ce dessin aurait été réalisé par Clovis lui-même pour que son frère puisse désigner exactement le même endroit que lui. Cette thèse est contestée des années plus tard dans les dossiers de l'Écran, où 3 points de vue se confrontent. Ceux d'Yvette Dominici, des journalistes Jacques Chaput et Jean Laborde, et de l'avocat Pierre Charrier.
Maître Chaillet, tout de même, il faut bien précisez-le, que la carabine ne se trouvait pas chez Clovis Dominici à Perruise, mais se trouvait bien chez Gaston Dominici à la Grand-Aire. Mais personne l'a vu à la Grand-Aire. Attendez, mais si, madame Dominici. Personne ne l'a vu à la Grand-Aire. Si la carabine, La carabine n'était pas à la Grand-Aire. vous ne l'avez jamais On vue. a attendu. Non, je ne l'ai jamais vue et elle n'y était pas. Mais Clovis Dominici montre l'endroit, vous avez des photographies, Écoutez, et le madame vieux Dominici. Dominici montre Oui, l'endroit. Écoutez, parce madame que Clovis Dominici avait été amené à Digne, au palais de justice, interrogé, et tout cela bien avant qu'on vienne chercher Gustave. Ensuite, on est venu chercher Gustave, ils ont passé toute la nuit. Et au lendemain de tout ça, on dit que Gustave a signé. Mais Clovis, depuis longtemps, avait fait un croquis à Gustave pour qu'il puisse montrer l'étagère possible. Tout cela était manigancé comme ça. Gustave nous l'a expliqué par la suite. Mais c'est aussi... Mais Comment ça n'est pas vrai. Le C'est aussi croquis a vrai que été fait dans le bureau du greffier Oui, par Clovis. par Clovis après les accusations. Non, pas par Clovis, par le greffier. Le greffier a dit... Mais nous j'ai ne parlons fait un pas de la croquis... même chose. Hein. Ah si. Le greffier a dit, il discutait sur l'endroit où était la carabine, j'ai fait un croquis et j'ai dit, c'est à tel endroit, est-ce que c'est à tel endroit, est-ce que c'est là? C'est le greffier, c'est pas Clovis. Vous permettez, je voudrais dire un la mot. vieille thèse. Mais je Comment veux dire un reprendre mot. Il est incontestable que, avant qu'on se transporte sur les lieux, on a fait des croquis pour que Gustave et Clovis indiquent exactement la même étagère. C'est très exactement ce que on a toujours soutenu. Un croquis, quelques traits de crayon. Ces échanges montrent combien la reconstitution reste fragile et contestée. Mais pour les policiers, une chose importe désormais plus que tout, confronter Gaston Dominici à ses propres déclarations. De retour au palais de justice de Digne, Sébeil reprend son interrogatoire, à 14h. Il annonce au patriarche que ses fils ont désigné l'endroit où se trouvait la carabine. S'ils ont vu une carabine dans la grange, dit-il, c'est qu'elle est à eux. Le vieux Gaston, lui, nie catégoriquement avoir jamais vu cette arme de guerre chez lui. Durant les heures qui suivent, Sébeil et ses inspecteurs le harcèlent de questions. Ils m'ont précipité dans le gaga, déclara-t-il plus tard. Malgré la pression, le vieil homme ne cède rien et clame son innocence, même lorsque Sébeil le confronte enfin à ses fils, à tour de rôle. La dernière phrase prononcée par Gaston Dominici dans le procès-verbal à 18h est « Je ne suis pas coupable, je ne sais pas pourquoi mes fils m'accusent ». Le vieux berger s'apprête à passer une seconde nuit dans la bibliothèque du palais de justice de Digne, où un lit de fortune a été dressé. Edmond Sébeil, 1972. Alors, c'était donc le soir, j'ai fait mettre des gardiens dans le bureau où le père Dominici se trouvait, j'ai fait mettre un gardien, et je leur avais dit, attention, ne parlez de rien, ne prononcez pas de mots d'assassin, laissez-le parler, si vous dites quelque chose, avertissez-moi. Mais ne parlez surtout pas de l'affaire. Si vous parlez de la pluie du beau temps, d'accord. Puis Sébeil part. Dehors, il conseille aux journalistes qui font le pied de grue devant le palais de justice d'aller se reposer. Il ne se passera rien cette nuit, leur promet-il. Maître Floriot. On l'interroge pendant 23 heures, ce qui n'est pas mal pour un homme de 76 ans. Il nie pendant 23 heures, alors à 6 heures du soir, enfin on le laisse en paix. Mais on le garde à vue, et c'est un brave homme, un gardien de la paix qui s'appelle Guérino, qui va le garder. Et les deux hommes bavardent, et bavardent en patois. Le français est une langue administrative pour Gaston, mais c'est en provençal qu'il s'exprime le mieux. Le patriarche décrit sa vie à Victor Guérino. Il lui parle de sa ferme qu'il a achetée en ruine et a retapée tout seul, de ses chèvres qu'il sort tous les jours, de son chien Dick. Il évoque aussi sa femme, la Sardine, qu'il a épousée pour lui éviter le déshonneur puisqu'elle était enceinte. Surtout, il évoque avec tendresse ses petits-enfants. Il en a 16. Et tout d'un coup, le vieux Dominici fond en larmes. Il parle de ses petits-enfants. Guérino ne comprend pas cette crise de larmes. Et très doucement, en patois, il dit au vieux Gaston, « Ben si c'est vous, vous savez, à votre âge, on tiendra compte de vos 76 ans. C'est peut-être un accident.
Alors le vieux qui a nié pendant 23 heures se précipite sur cette perche et dit oui, c'est vrai, c'est un accident. Faut que je te dise la vérité. Je suis sorti à 11h30 de chez moi pour chasser. Gaston décrit à Guérino ce qui se serait passé près du campement de fortune des Drummond, au bord de la Nationale 96. Alors, Sir Jacques Drummond m'a pris pour un maraudeur. Il m'a frappé, je me suis défendu et j'ai tué tout. Guérino est très impressionné, il dit « Mais faut aller chercher le commissaire Sébeil. » « Ah non, dit Gaston, non. Ça fait 23 heures que je le vois, non, je ne veux plus le voir. Mais tout de même, il faut que vous disiez ça. Grand-père, il faut que vous le disiez à quelqu'un. » Eh bien, dit le vieux Dominici, si tu veux que je le dise à quelqu'un, je veux bien le dire au président. Il dit « Mais qui c'est le président ?» Et on comprend que celui qu'il appelle le président, c'est un autre commissaire de police, qui est le commissaire Prodhomme, qui est le commissaire de la ville de Die. La situation est inédite. Le commissaire Sébeil, qui mène l'enquête avec zèle depuis près de 18 mois, n'est donc pas celui qui va recueillir en premier les aveux de Gaston Dominici. En 1972, Maître Pollack revient sur ce fait marquant. Je sais que le commissaire de police qui a traité cette affaire s'est flatté d'avoir eu la confiance du vieux Dominici avec lequel parlait-il, il parlait le même langage. Je ne veux pas dire méchamment c'est faux, mais je veux dire qu'il se fait bien des illusions. Le père Dominici n'a jamais eu confiance en lui, il l'a manifesté ce soir-là plus que jamais, car lorsqu'il a appelé ce vieux policier pour faire ce procès-verbal d'aveu, il a bien dit d'aller chercher le commissaire de police de Digne et pas du tout le commissaire de la police mobile, qu'il a traité d'un mot qui pour les Provençaux est extrêmement significatif, il l'a traité de bohémien. Pour lui, c'était un bohémien, un va-nu-pied, quelqu'un avec lequel on ne pouvait pas traiter, avec lequel on ne pouvait pas avoir confiance. Alors on est allé chercher le commissaire de police de Digne. Et celui-là, mon Dieu, a manqué certainement d'imagination. On a obtenu un procès-verbal d'aveu, à mes yeux, scandaleux. Dans l'attente de l'arrivée du commissaire Prudhomme, Guérino est remplacé par le brigadier Broca. La conversation reprend. Gaston se confie alors. Il dit qu'il n'y a plus que son chien pour l'aimer et que les autres membres de sa famille cherchent désormais à se débarrasser de lui. Et voilà qu'il fait une révélation étonnante que livre Maître Floriot en 1958. Alors on continue de bavarder, et puis le vieux Dominici continue à pleurer. Il n'a pas été heureux en ménage, il est même très malheureux. Et puis il aime bien ses petits-enfants, il voudrait que ses petits-enfants soient heureux. Et tout d'un coup, il déclare que c'est Gustave qui a fait. Avec une carabine, qui est la carabine que l'on connaît, qui a été achetée aux troupes américaines, ce qui paraît certain, car c'est une carabine dont se servaient les Américains à la Libération. Mais qu'il va s'accuser. Pour, dit-il, sauver l'honneur de ses petits-enfants, je vais m'accuser. Il ajoute cette phrase touchante qui n'est réellement pas une phrase de meurtrier. C'est Broca qui la rapportera. Ça ne me fait rien d'aller en prison, à la condition qu'on me laisse mon chien. Quelques minutes plus tard, le commissaire Pierre Prudhomme, qui habite à proximité du palais de justice, arrive à son tour. Informé de la situation, Sébeil lui demande de recueillir lui-même la parole de Gaston. Il s'agit de ne surtout pas interrompre une confession qui s'annonce aussi inattendue. Prudhomme arrive. Il est tout content. Il va recueillir des aveux qu'il n'a pas sollicités. Mais Dominici lui dit, vous savez, président, je suis innocent. Ce n'est pas moi qui ai fait le coup. Seulement, je veux m'accuser pour mes petits-enfants. Alors faites-moi un brouillon de ce que je dois dire. Prudhomme lui dit, mais vous êtes fou. Je ne suis pas venu pour faire un brouillon d'aveu avec vous. Dites-moi la vérité. Et le père Dominici, qui croyait que ce n'était qu'une formalité, dit, alors il faut que je vous explique ce qui s'est passé. Mais bien sûr, dit Prudhomme. Et les deux hommes restent seuls à seuls. Pierre Prudhomme s'installe face à Gaston. Une nouvelle fois, il lui demande de tout raconter, d'expliquer ce qui a pu le pousser à commettre ce triple homicide. Le vieil homme confesse avoir commis, selon ses propres mots, un péché d'amour. Et voici ce qu'il dit au commissaire Prudhomme. Il lui dit, j'avais vu la femme 2 jours avant le meurtre. Au bord du canal, elle était belle. Alors, quand ils ont campé, je suis sorti de chez moi à 11h30 avec ma carabine pour aller la voir. Et puis je l'ai vue qui se déshabillait.
Je l'ai vu qui se déshabillait. Il va donner ce détail, je m'excuse de ces détails, c'est peut-être un peu sacrilège, cette femme est morte. Mais je pense qu'il est tout de même indispensable de les donner, car c'est la seule manière de comprendre à quel point ces aveux sont ridicules. Cette femme, il va la décrire, et comme il doit penser, ce pauvre vieux, que toutes les femmes des villes ont des chemises transparentes, comme il en a vu sur les cartes postales et grillardes, il va déclarer qu'il n'avait qu'une petite chemise transparente. C'est complètement ridicule. Et je m'arrête tout de suite ici, c'est complètement ridicule pour la simple raison, c'est qu'on sait comment cette malheureuse femme était habillée. Elle avait un petit maillot de corps, elle avait un soutien-gorge et un slip. Elle n'avait pas de chemise. Et au surplus, ça n'a aucun intérêt car elle n'a pas retiré sa robe. Lorsqu'on va la trouver, elle est revêtue de sa robe. Et elle l'avait quand on l'a tuée, puisqu'on trouvera sur cette robe les traces des 3 balles qui l'ont tuée. Par conséquent, voilà un homme qui raconte n'importe quoi. Qui raconte n'importe quoi parce qu'encore une fois, il brode. Et alors il ajoute ceci, qu'il s'est approché, qu'il s'est livré à des privautés, à 4 mètres du mari, qu'il a bavardé à voix basse avec la femme, qu'à ce moment-là, l'homme s'est réveillé, s'est jeté sur lui. Alors il a pris sa carabine, l'Anglais qui était solide et sportif, a mis la main gauche sur l'extrémité de la carabine et lui a tiré. Alors l'Anglais a lâché prise et s'est sauvé. Il a tiré 2 fois. L'Anglais est tombé. Puis il a tiré après sur la femme, une seule fois. Elle est tombée aussi. Puis après, l'enfant s'est sauvé. Il a couru après. Il l'a tiré, il l'a manqué. Il l'a rattrapé, il l'a assommé qu'un coup de crosse. Coïncidence, le matin de ce face-à-face avec Prudhomme, le journaliste Gabriel Domenech avait publié un article évoquant l'hypothèse d'un mobile lié au voyeurisme. Cette lecture a-t-elle influencé le cours de l'entretien ? En 1972, l'ancien rédacteur en chef du Méridional La France revient sur ce mobile possible et sur l'hypothèse qu'il avait alors développée. Pour ma part, et pour la part des enquêteurs d'ailleurs, il est celui que le père Dominici a avoué finalement un jour, c'est-à-dire l'affaire de voyeur. Ce jour-là, il était saoul. Il est allé là-bas pour voir ce qui se passait dans le campement des Anglais. Sir Drummond s'est réveillé, a vu cette silhouette d'homme dans l'obscurité. Il a sauté sur Dominici. Il ne parlait pas la même langue. Il y a eu un défaut de communication, comme on dit maintenant. Et évidemment, il y a eu bagarre. Le père Dominici, ayant le dessous, est allé, à mon sens, se munir de la carabine pour faire fuir cette famille et non pas pour les tuer. Un coup est parti accidentellement et tout a démarré là. Et voilà comment une affaire stupide, à mon sens, est devenue l'affaire du siècle. Toujours est-il que le commissaire Prudhomme interroge Gaston dans cette direction. S'agirait-il d'une affaire liée au sexe ? Lorsque le commissaire Sébeil arrive à son tour, au petit matin, Gaston accepte de refaire sa déclaration devant lui. C'est Prudhomme qui dactylographie le procès-verbal. Le lendemain matin, je suis retourné au palais. Et là, le père Dominici était effondré. Il a pleuré. Pour un homme là, ça m'a vraiment frappé. Pour un homme dur comme lui, que sans cœur, violent. Et j'ai vu ces larmes là qui coulaient, la tête baissée. Et il a commencé à raconter des histoires. Il dit, c'est moi qui ai tué les Anglais. Mais il laissait toujours un doute dans l'esprit, aussi bien des enquêteurs, des magistrats, éventuellement, plus tard, des gens, en laissant croire qu'il avait avoué, mais qu'en réalité, ce n'était pas lui qui était l'auteur de cette tragédie. En effet, plusieurs incohérences frappent immédiatement le commissaire marseillais. À commencer par le motif de sa sortie nocturne, le soir du crime. Gaston affirme avoir pris le fusil, dissimulé entre 2 planches, pour tirer un blaireau. Or, Sébeil le sait, on ne chasse pas le petit gibier la nuit, faute de visibilité. D'autres points troublants parsèment ses aveux. Maître Floriot en relève quelques-uns. Le commissaire Prudhomme, qu'a rejoint le commissaire Sébeil, enregistre tout cela sans se rendre compte que tout cela ne peut pas être vrai, d'abord pour des raisons de bon sens et puis pour des raisons matérielles que je voudrais vous indiquer. Il n'a pas pu voir la femme l'avant-veille, les époux Drummond étaient encore à Villefranche, seulement ça il ne le sait pas.
Il n'a pas pu sortir à 11h30. Les coups de feu ont été tirés à 1h du matin. Il n'est tout de même pas resté pendant 1h30 à la regarder se déshabiller. Et puis, il n'a pas pu échanger une conversation à voix basse avec elle, elle ne comprend pas le français. Elle ne le parle pas et lui, vous vous en doutez, ne comprend pas l'anglais. La petite fille. Il a vu qu'on l'avait retrouvée à 80 mètres de la voiture. Alors il se fait le raisonnement très simple suivant. Elle était avec sa mère. Elle s'est sauvée quand elle a vu la bagarre. Et il dit, j'ai couru derrière elle. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, pourquoi? Je suis allé sur les lieux, et je ne suis pas seul de cet avis, tout le monde est unanime. C'est très caillouteux. Il y a des petits cailloux pointus. C'est impossible de courir pieds nus sans se blesser atrocement. Et puis il y a des herbes coupantes, c'est exclu. Or la petite est pieds nus, elle habite Londres. Elle n'est par conséquent pas habituée à courir pieds nus dans la nature. Si elle avait couru pieds nus sur 80 mètres, il est bien certain qu'elle aurait eu les pieds en sang. Le médecin légiste l'a examiné, pas une griffure, pas une éraflure, même pas de poussière sur les pieds. Le lendemain de cette confession nocturne, c'est au tour du juge d'instruction Péreyès d'entendre Gaston Dominici et de dresser procès-verbal de ses aveux. D'emblée, le vieil homme affirme ne pas être l'auteur du triple crime, tout en acceptant paradoxalement de signer des aveux. Il fait alors une nouvelle révélation de poids. Des années plus tard, en 1980, dans les dossiers de l'Écran, Pierre Charrier, l'un des avocats des Dominici, donnera lecture d'un extrait de ce procès-verbal. Note du juge. Le 15 novembre 1953 à 10h15, nous nous sommes présentés assistés de notre greffier en la chambre du conseil du tribunal civil, où le sieur Dominici Gaston avait reposé la nuit précédente allongé sur un lit de camp. Gaston Dominici nous déclare aussitôt qu'il n'était pas le meurtrier de la famille Drumont, mais qu'il désirait confirmer la déposition qu'il avait faite la veille au commissaire Sébeil, dans le seul but, l'affirmait-il, de sauver l'honneur de ses petits-enfants. Comme nous l'invitions à préciser cette assertion, Gaston Dominici nous laissait entendre que l'assassin de l'URSS ne pouvait être que son fils Gustave. Nous n'avons pu obtenir de lui d'autres précisions et Gaston Dominici, sur nos questions, reprenait « Je suis le plus vieux de la famille, il est de mon devoir de me sacrifier pour elle ». Nous lui faisions alors connaître que nous ne pouvions recueillir de semblables déclarations et sur le champ, avec notre greffier, nous quittions la chambre du conseil. Nous devions y revenir quelques instants plus tard et invitions Gaston Dominici à nous dire enfin toute la vérité. Il nous déclarait qu'à l'heure, il allait tout nous dire. Nous recueillons ainsi la déposition de Gaston Dominici, ayant soin de le laisser s'expliquer en posant le minimum de questions. Alors ça, très important. Maître Floriot donne lui aussi des informations troublantes sur la déposition de Gaston Dominici face au juge d'instruction, notamment sur la question du mobile, ce péché d'amour jugé quelque peu rocambolesque. Effectivement, puisque ces gens ne veulent pas comprendre et qu'il faut leur raconter les choses comme si on les avait faites, Gaston Dominici va à nouveau faire des aveux. Et il est tellement désireux qu'on le croie et que ce soit sur lui que s'apesantisse la justice, qu'il va modifier sa déclaration de la veille. Il s'est rendu compte que les policiers ont tiqué lorsqu'il a déclaré qu'il avait vu Mme Drumont 2 jours avant, puisqu'elle n'était pas là. Qu'ils ont tiqué quand il a déclaré qu'il était sorti à 11h30, alors que les détonations n'ont été entendues qu'à 1h du matin. Et qu'ils ont tiqué lorsque on parlait d'entretien à voix basse avec une femme qui ne parle pas votre langue. Alors ces 3 détails ont disparu devant le juge d'instruction. Ça n'est plus l'avant-veille qu'il a vu Mme Drumont, c'est la veille. Ce n'est pas à 11h30 qu'il est sorti, c'est plus tard, il ne sait plus très bien. Et il n'y a pas eu d'entretien à voix basse. Mais alors, par contre, ce pauvre vieux va croire qu'il faut améliorer sa déclaration. Et peut-être parce qu'on lui a dit qu'il était curieux, que tout de même, la bagarre ait été tellement brutale, alors qu'apparemment, il paraissait simple pour le sportif qu'était Sir Jacques Drumont de corriger ce vieillard de 76 ans qui ne tenait plus sur ses jambes. Le vieux Dominici va, permettez-moi l'expression, en remettre. Et va montrer que ce qui s'était passé était tellement formidable qu'on comprend la juste et sainte colère de Sir Jacques Drumont et il va dire des choses qui sont irracontables. Il va dire qu'il s'est livré à des privautés, bien sûr, il va le confirmer. Que ces privautés ont été accueillies sans surprise comme sans déplaisir. Qu'alors Gaston a poussé ses avantages.
que la femme s'est allongée sur le sol et que Gaston a retrouvé l'ardeur de ses 20 ans. Et on enregistre ça en trouvant que c'est vraisemblable que ce vieillard de 76 ans, à quelques pas du mari, ait fait ce que je viens de vous dire. C'est tellement idiot que lorsqu'on renverra Gaston Dominici aux assises sur ça et uniquement sur ça, car il n'y a pas autre chose dans le dossier, vous entendez, pas autre chose, le rédacteur de l'acte d'accusation ne pourra pas reproduire ça tellement c'est bête. Tant et si bien qu'on renverra un homme sur des aveux, et uniquement sur cela, en écartant l'explication de ces aveux, le mobile, le motif, la cause du crime. De sorte qu'on arrivera à ce résultat que Gaston Dominici avouait un crime sans aucun motif, sans aucune cause. Il a tiré comme ça. Gaston Dominici relit consciencieusement le procès-verbal et le signe, non sans avoir fait une dernière confession au juge Périès. Maître Pierre Charrier, en 1980, continue la lecture du procès-verbal établi par ses soins. Après que le susnommé ait entendu la lecture de ses déclarations et qu'il eut signé le procès-verbal, il nous dit en substance « J'espère que vous m'avez compris. Il y a 20 ans que je m'entends plus avec ma femme, je suis trop vieux pour divorcer. J'ai là l'occasion de m'enlever du milieu, je ne la laisse pas échapper. » Le juge Périès procède ensuite à la confrontation du père avec ses 2 fils accusateurs. Sous le regard dur du patriarche, Clovis, la tête baissée, maintient ses déclarations. Puis vient le tour de Gustave, qui réitère l'accusation tandis que Gaston les traite d'ordures et de menteurs. À l'issue de cette confrontation particulièrement tendue, et pour vérifier certains points, le juge d'instruction décide d'organiser une reconstitution sur les lieux du crime, dès le lendemain matin. Il précise qu'il ne décidera d'inculper le vieux berger qu'au terme de cette étape décisive. Dans cet épisode, l'affaire Dominici a franchi un point de rupture. Les 2 fils ont accusé leur père, et Gaston le patriarche a fini par avouer, avant de se rétracter. Des paroles qui s'entrechoquent, se contredisent et sèment le trouble. Qui accuse pour se protéger? Qui parle pour sauver la famille? Où commence la vérité? Où s'arrête la manipulation? Dans le prochain épisode, une reconstitution est organisée à la Grand-Terre avec Gaston Dominici. Mais loin d'apporter des réponses définitives, elle va révéler de nouvelles incohérences et raviver des doutes. Après avoir captivé des milliers d'auditeurs, les archives du crime arrivent en livre. Pour prolonger l'expérience du podcast, retrouvez dès maintenant en librairie l'affaire Guy Georges et l'affaire Simone Weber, suivie prochainement de l'affaire Ranucci. L'affaire Dominici se poursuit chaque jeudi à midi dans le podcast Les Archives du crime. Pour être sûr de ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée ou sur podcast.ina.fr.